Travelling Sport pour ce numéro 3 nous emmène sur les traces de Dominique Nato, un vrai personnage qui a marqué l'histoire de la boxe en France. Boxeur, entraîneur, directeur technique national, aujourd'hui directeur du Krebs de Nancy. Dominique a formé plusieurs générations de boxeurs comme le champion olympique Brahim Asloum. Allez, c'est parti pour un nouveau voyage à la découverte d'un homme qui s'est construit à travers son sport, la boxe. Bonjour. Bonjour Dominique. On va retracer un petit peu votre parcours pendant cette émission. On va échanger ensemble sur tout ce que vous avez fait parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Mais tout a commencé à Florange, c'est ça? Florange en Moselle, dans l'est de la France où mes parents émigraient dans les années 57-60. Vous aviez quel âge Moi j'avais 3 ans quand on est arrivé en Lorraine. J'arrivais du sud de l'Italie, de la Calabre. Vous êtes arrivé avec toute la famille à l'époque? Mon père est venu en précurseur et ensuite il nous a fait venir avec ma mère en 1960 alors que j'avais 3 ans. 3 ans et demi. Et l'adaptation à ce moment-là, comment ça se passe dans la famille quand vous grandissez? Vous avez votre père qui travaille sur les chantiers? Les chantiers, la sidérurgie par la suite. Et bon, c'est-à-dire que dans le sud de l'Italie, c'était un peu la crise. Voire beaucoup, et donc il y a eu une forte poussée d'émigration dans ces années-là vers la Lorraine, et la sidérurgie lorraine attirait beaucoup les Italiens, donc il y a beaucoup d'Italiens d'ailleurs toujours, plusieurs générations qui se sont installées là-bas, et donc moi je suis arrivé sans parler un mot de français, donc il a fallu se battre un petit peu, hein. C'est pour ça que ça fait partie aussi à la base de ce qui a initié ma carrière de boxeur, puisque les choses allant, il a fallu se battre pour se justifier, pour parler pas français, donc à l'école, je me servais, pour m'exprimer, je me servais un petit peu de mes mains, donc ça ne marchait pas toujours, et mon père m'a amené au sport quand j'avais 8 ou 9 ans pour me calmer un peu. Alors, la boxe, ça commence comme ça commence à l'école, c'est ça? Ça commence à l'école, dans la cour de récréation. Et c'est votre père qui vous emmène à la boxe? C'est mon père, parce qu'il avait été convoqué au bout de 2 ou 3 fois, il a été convoqué par le directeur, et donc en lui disant que j'étais trop turbulent, donc il a dit de me faire du sport. Et lui, il avait fait un petit peu de boxe quand il est arrivé en France, et puis bon, il m'a amené chez son vieux prof. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri à la salle de boxe de Florange quand j'avais 9 ans. Ça vous plaît tout de suite, la boxe? Non, il m'a amené pour me calmer, donc je trouvais ça dur un petit peu, donc il fallait faire des efforts, et puis j'ai commencé à aller à la salle à l'âge de 9 ans, donc on n'est pas trop... J'ai préféré aller m'amuser. Et donc il m'a imposé un petit peu au départ. Mais au bout d'une année, je pense que j'étais accro déjà. Et puis, en plus, je crois que vous y allez à pied jusqu'à la salle de boxe. Alors mon père faisait les 3-8, il travaillait à l'usine, donc quand il travaillait de 14h à 22h, donc j'y allais à pied. J'y allais à pied, je faisais 5 km aller, 5 km retour. Donc pendant une semaine. Donc, à l'époque, on s'entraînait 3 fois par semaine. Donc pendant cette semaine où il était d'après-midi, donc j'y allais à pied. Donc motivation quand même. À ce moment-là, vous habitez à Florange? J'habite Famec et le club est à Florange. Bon, c'est limitrophe. Et donc là, vous commencez à fréquenter la salle là-bas? Je fais à la salle, et puis j'étais tout jeune, et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la formule adaptée, les juniors, des cadets, etc. En boxe, il fallait attendre 16 ans pour pouvoir faire son premier combat. Donc de 9 ans jusqu'à 16 ans. Donc j'ai été pratiquement tous les soirs d'entraînement, donc 3 fois par semaine à la salle, et sans compétition. Par contre, quand j'ai commencé lors de mon premier combat, j'étais vraiment très technique, on va dire, parce que 6 années, pratiquement 7 ans de pratique sans compétition, non compétitive, il fallait vraiment s'accrocher.
Et du coup, vous entraînez avec qui à cette époque? Parce que je crois que vous êtes déjà assez costaud pour votre âge. Bah, j'ai commencé dans les poids Milo à 81 kg, donc à 16 ans, et j'ai rencontré à l'époque ça se faisait, aujourd'hui on irait en prison, donc en cadet j'ai rencontré un gars qui avait 27 ans, donc à 16 ans j'ai rencontré un gars qui avait 27 ans et j'ai commencé par une victoire. Donc, mais comme j'étais... je mettais les gants avec tout le monde à la salle, et je boxais comme un garçon de 60 kg. J'allais très très vite sur ma gestuelle. Ça vous caractérisait déjà à l'époque, cette vitesse? Je ne sais pas, est-ce qu'en boxe, chez les lourds par exemple, il y a moins de vitesse? Est-ce que vous étiez plus rapide à l'époque déjà? J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus costauds et forcément il fallait que mes atouts c'était la vitesse. C'était les déplacements, la vitesse et la vitesse gestuelle. Donc ça m'a permis d'éviter de prendre des coups au départ. Et par contre, j'étais confronté à des mastodontes. Hein, donc ça faisait un petit peu peur. Mais bon, c'est vrai que le début a été un peu particulier. Et dans les débuts comme ça, votre père, il vous regarde, j'imagine, à la salle de boxe, il avait été boxeur, c'est lui qui vous accompagne. Il est déjà fier de vous à cette époque? Mais non seulement il est fier, c'est que à l'entraînement, c'était un père qui était omniprésent et un entraîneur terrible, parce que une fois que j'avais fini de m'entraîner à la salle, on rentrait à la maison, il n'était pas content, il n'était jamais content. Et donc on reprenait des phases techniques à la maison dans le couloir. Donc je me retapais encore 1 heure de technique à la maison. Donc, et non, il était un petit peu envahissant, on va dire. C'est vrai que ça aussi, c'est des éléments qui m'ont, par la suite, quand j'étais entraîneur, m'ont fait comprendre la relation parent, athlète, entraîneur. La difficulté que ça peut poser parfois. Cette relation que j'avais avec mon père lorsque j'étais athlète, jeune athlète, je m'en suis servi par la suite pour gérer certains conflits et pour mieux comprendre certaines attitudes. Tout à l'heure, on verra un petit peu ce travail justement d'entraîneur, parce que vous avez été entraîneur après par la suite. Mais là, on va revenir un peu sur Florange. Vous avez fait un retour à Florange avec l'équipe de Travelling Sport et ils vous ont suivi. On part dans le bassin sidérurgique, donc Florange, Hayange, Sérémange, c'est là où il y avait l'industrie à l'époque, la sidérurgie, de Wendel, qui s'est transformé en Mittal et puis qui a coulé. Je suis dans ma voiture, je vais vers mon club d'origine à Florange et je suis avec l'équipe de télévision de l'INSEP. Que tu connais, tu te rappelles? Oui, avec Nicolas. Avec Nicolas, voilà, il t'a salué d'ailleurs. Salut Aldo. Alors, je suis même perdu, je ne retrouve pas la salle. C'est à côté, on tourne autour, mais j'aurais dit que je leur ferais cadeau de ma première ceinture. On leur appartient un petit peu. Ouais, ben c'était là où on s'entraînait. On avait 2 petites salles et puis le gymnase à l'époque. Il y avait un vieux sac troué, mais bon, là ils ont fait des acquisitions. Qu'est-ce que t'as, torticolis? Non, Salut Dominique. Salut. Ça va? Ouais. Salut. Salut mon Dominique. Ça va Momo? Comment va? La classe. Ah. Un de mes entraîneurs. J'avais dit à Claude il y a quelque temps que symboliquement j'offrirais ma première ceinture de champion de France. C'est bien que tu sois présent puisque tu étais président lorsque voilà, donc ça restera au club de Florange. Et on va faire une belle vitrine. Voilà. Monsieur le Président, merci. Pour moi c'est là le point de départ d'une vie. D'une vie tout court, d'une vie sociale, d'une vie sportive, mais moi le sport ça a été un vecteur important dans ma vie parce que ça m'a permis de m'élever socialement
Et quand on parle de la promotion par le sport et l'insertion par le sport, moi j'en suis je l'incarne parfaitement parce que mon père était, vous le connaissiez, vous connaissiez mon père, il sortait pas de Saint-Cyr, c'était un travailleur de oui. voilà, et donc il savait pas lire et écrire comme beaucoup d'Italiens à l'époque. Là c'est un retour aux sources, c'est un peu émouvant parce que c'est là quand j'avais 10 ans qu'on est venu, qu'on a démarré avec des gens qui ont été des acteurs de ma vie. Et je me rappelle quand on montait des galas qui sifflaient avec perles de cristal, les disques, l'accordéon, je vois comme si c'était hier avec les gros planchers, voilà. Mais regarde ton adversaire au lieu de me regarder. On l'entraînait, on le prenait, on l'entraînait avec son père, et l'entraîneur principal, le père Seco. Je suis quand même content qu'il est arrivé là parce que c'est un garçon qui le mérite et il a travaillé pour. Dominique, ça a quand même été lui le premier champion de France poids lourd à 18 ans. Notez les révélations de Kerzazi et de Nato. Nato, culotte rouge contre Moreau. 12 ans séparent les deux boxeurs. La décision sera celle attendue. Nato, champion de France des poids lourds. Qu'est-ce que vous éprouvez en tant que champion de France? Je suis heureux. C'est un aboutissement à un travail qui date déjà de plusieurs années. Puis surtout que c'est la première année de championnat. Ça a très bien marché. Plusieurs années, ça veut dire que vous avez commencé à boxer à quel âge? J'ai commencé à boxer, j'avais 12 ans. Et maintenant? 18, ça fait 6 ans. C'est vraiment l'exemple du boxeur parfait. Et vous étiez boxeur vous aussi? Non. J'en ai fait à l'école, mais pas dans un club. C'est un sport que j'aimais et que j'aime. Après, il y a le foot et il y a le vélo. À Biarritz, au premier round, il descend pour laver un truc, je sais pas quoi. Il se relève, le mec était par terre. Il n'a rien vu du match. Rien vu de l'œil du corps. Oui, terminé. Attends, Biarritz, c'est loin. Hein. En voiture, ils ont fait 900 km. Il a baissé la tête, il s'est relevé. C'était une finale du championnat de France que j'avais gagné. Ouais, mais on était contents quand même. Hein. J'ai préféré voir l'autre par terre que lui. Hein. J'ai jamais été par terre. Non, je sais bien. Voilà. Heureusement. Ça peut arriver en boxe. Tu serais jamais revenu avec le Pierrot. Les vrais bénévoles des clubs, il y avait tout ce qui est la notion économique qui est écartée et c'est vraiment la passion. Voilà, c'est des gens comme on en a partout en France, hein, mais qu'on oublie parfois. Parce que le sport français, il repose malgré tout sur des gens comme eux. Il n'y a pas des médailles olympiques clés en main, on n'en a pas. Hein. Ça part de là, de la cellule du club. Là. C'est l'aérobox, On les a vus tout à l'heure s'échauffer, courir. Et ceux-là, ils viennent pour leur équilibre physique. Et ils s'entraînent, vous voyez. Donc, il y a différentes catégories. Il y a la boxe éducative, la boxe amateur, et l'autre partie qui vient s'amuser. Donc, ils viennent faire du shadow, ils viennent perdre du poids, et ça travaille dans la coordination. C'est ça la vie des clubs actuellement. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait le ring, tout ce qui va autour du ring, mais pas de pratique. D'ailleurs, lui, il aurait jeté tout ça. Les femmes à la boxe, c'était pas d'actualité. La boxe féminine, elle a été identifiée, validée en 2001. Maurice, oui. Lui spécialiste en boxe féminine. Il adore entraîner les filles. Ah oui. Hein Oui. Voilà. Tu as plus de satisfaction avec les filles qu'avec les gars. Voilà. En boxe, hein, moi je parle. Alors, est-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, quand tu étais là, est-ce que tu aurais accepté d'entraîner une fille? Dis la vérité. Oui. Bah, t'es un menteur, regarde, t'as les cornes qui poussent. Tais-toi, on la connaît celle-là. Pourquoi elle pousserait? Il y a longtemps qu'elles sont poussées. On les a fait couper 3 fois. C'est un endroit qui m'est cher parce que on transmet le témoin. Vous êtes nos successeurs. Voilà. Moi j'étais là, je ne sais même pas dire l'année parce que c'est vos parents qui étaient. Ouais. J'étais là en 73. Et on vieillit. 73, j'avais 10 ans. Et lui il était tout petit là. C'était une crevette.
Non, moi je suis parti en 77. Ouais, parti en 77, tu vois. Parce que pour le travail, j'étais parti à Paris. Voilà, en tous les cas, je suis content d'être parmi vous. Quand il vous arrive, oh oui, ça fait mal, les coups qui apprennent à vivre, oh oui, ça fait mal. Dominique, Florent, vous y retournez souvent? Maintenant que je suis en Lorraine, oui, un peu plus souvent, puisque c'est à peu près 70 km du Crêpes et j'ai quand même de la famille. J'ai mes frères, j'ai un frère qui habite dans le coin là-bas. Donc, mais bon, au club, c'est vrai que j'y vais rarement. Et ça m'a fait plaisir de retrouver des vieilles gloires, le président et l'entraîneur qui ont fait partie qui sont des acteurs de ma vie initiale en termes de boxeur. Et quand vous revoyez ces images quand vous étiez jeune? Ça fait drôle, je les avais pas revues ces images, je crois que je les avais vues à la télé à l'époque, c'est en 76, donc lorsque j'avais été champion de France la première fois, à Vitry-le-François. On a vu l'ancien président et puis votre ancien entraîneur aussi, oui. Et vous parliez des différences qu'il y a entre la boxe d'aujourd'hui et à l'époque. Surtout moi j'ai noté sur la boxe féminine. Oui, ouais, il fallait pas. Alors, même on voit encore le président Pierrot qui, quand il reste. Il a sa petite fille qui fait de la boxe, hein, quand même, je crois. Oui. Mais bon, ça c'est pour se dédouaner, hein, parce qu'il ne veut pas entendre parler. Hein, ça c'est les vieux de la vieille. Hein, donc heureusement que la pratique a évolué. Ça a évolué. Oui. Si on revient sur vos débuts à Florange, vous gagnez votre premier titre de champion de France en 76. Mm-hmm. Après, vous êtes vice-champion de France en 77, c'est ça? Alors, oui, effectivement. Alors là, j'ai perdu qu'un seul match en championnat de France. Donc, j'ai fait 5 fois les championnats. J'ai perdu donc l'année d'après. Donc, mon premier titre, j'avais été boxé à Nouméa. On parlait de mon père et puis des parents. Il ne m'a pas parlé pendant 1 mois. Donc il n'a pas accepté. Donc, La défaite au championnat de France en 77 après le premier titre. Et après, vous partez sur Paris. J'ai fait l'armée. J'étais au bataillon de Joinville, qui a été aussi une période importante. À l'époque, les meilleurs athlètes faisaient l'armée, donc à Fontainebleau, à l'école interarmée des sports. Mon père a joué un rôle important aussi, puisque je ne le supportais plus, donc il a fallu que je m'en aille. Donc j'ai devancé l'appel et je suis parti à Fontainebleau. Je suis arrivé le 1er octobre 1975, à 17 ans et 8 mois. Donc et j'ai fait l'armée et c'est là où ça a vraiment été le tremplin pour moi, où je suis passé de 3 entraînements par semaine. Bon, c'est vrai que j'avais quand même des qualités, j'avais été champion de France, mais c'était pas un entraînement soutenu. Et là, j'ai trouvé un équilibre sportif avec d'autres athlètes de haut niveau, donc au sein de la même structure. Mais à cette époque, vous êtes déjà dans l'idée d'être champion d'Europe, champion du monde, de passer professionnel? Oui, ça fait partie du rêve. Donc à l'époque, on faisait du sport dans l'esprit pour être champion. Donc j'ai toujours voulu être numéro 1. Donc ça c'est resté. Même pour prendre l'avion, pour rentrer dans l'avion, je veux être le premier. Non, mais c'est un principe. Non, effectivement, c'était une volonté pour moi d'aller très loin. Donc, et on prend vite goût à ça, à la performance. Vous quittez Florange, vous arrivez sur Paris, vous restez licencié à Florange ou vous prenez une licence sur Paris? Alors j'ai changé de club parce que sur le plan professionnel, j'ai passé mon concours, je suis rentré dans la police, donc 17 juillet 77. Donc je suis arrivé à Paris avec ma valise et au commissariat de Champigny-sur-Marne. Donc et là donc j'ai changé de club et j'ai été me licencier au Red Star de Saint-Ouen, donc à une heure de Champigny. Donc là aussi. À l'époque, vous travaillez et vous boxez en même temps? À l'époque, j'avais un statut. Le fait d'avoir été champion de France et d'être en équipe de France junior, c'était les premiers contrats. On avait des partenariats entre Jeunesse et Sport et là, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que je travaillais le matin et j'étais libre pour m'entraîner l'après-midi. Donc on est vraiment sur du haut niveau. Là, on est parti sur du haut niveau. 4 titres de champion de France.
Alors sur la durée, oui, puisque j'étais blessé à plusieurs reprises, donc j'ai pas fait plusieurs fois le championnat de France. Et j'ai terminé, le dernier titre que j'ai obtenu de champion de France amateur, c'est en 1982. Justement, amateur. Après, on arrive dans la période professionnelle. Oui. Là, vous passez pro, on est en 1982. 82, je passe professionnel, puisque j'avais été très déçu, j'étais resté un an pratiquement sans boxer, parce que j'étais présélectionné olympique pour les Jeux de Moscou en 80. Et je me suis blessé à la main. Et, vous ne faites pas les Jeux? Je ne fais pas les Jeux. Je fais pas les Jeux, j'aurais pu y aller, des gens que j'avais déjà battus dans le circuit international ont été médaillés, donc, et j'y vais pas parce que à l'époque il y avait le semi-boycott des Jeux et ils avaient envoyé que deux boxeurs. Et donc moi j'ai pas fait partie de la délégation et ça m'a marqué, je suis resté pratiquement un an sans boxer. Et quand je suis revenu, j'ai refait une saison d'amateur et je suis passé professionnel en 82. Donc là, on est en 82, démarre votre carrière professionnelle. Oui. Vous avez fait 14 combats, oui. 14 victoires. Oui. Et à ce moment-là, cette carrière professionnelle, vous êtes au Red Star de Saint-Ouen. Oui. C'est déterminant dans votre carrière d'être dans ce club, les personnes que vous allez côtoyer, oui. L'ambiance, les entraînements. C'était le club phare à l'époque. Le manager, c'était José Jauvert. Et l'entraîneur, c'est Gaëtan Mikalev, qui encore est au même titre que mes deux compères de tout à l'heure, est toujours actif. Et donc c'était un club où il y avait pléthore de champions. Il y avait des partenaires d'entraînement, puisque je crois qu'on était 5 ou 6 poids lourds. Donc ça aussi c'est pareil, il faut des gabarits qui correspondent donc, pour progresser. Donc là je m'étais implanté là-bas et j'étais très bien là-bas. Vous parlez de Gaëtan Mikalev, justement, il a 86 ans et je crois qu'il est encore très actif dans le club. Ouais. Mi-lourd. 80 kilos. Je te descends là. Bah, tu les portes bien. Hein. Je les porte bien. Tu les portes bien, ouais. Tu n'es pas maigre, tu es bien. Oui, mais faut que j'arrive à changer la graisse en muscle. Surtout pour le ventre, mais j'ai du mal. Ouais, faut pas. Il faut être 1 kilo en dessous, tu vois, pas plus. Hein. Et bouge un peu, reste. Voilà. Quand tu vas en arrière, Michto, quand tu vas en arrière, là, tout de suite. Ouais. Venez, tous les deux. Vous frappez et vous avez la mâchoire en l'air. Faites attention. Vous êtes une grande catégorie. Alors, si vous frappez et vous levez la tête, tu prends un crochet, c'est fini. Hein? Tu fais un peu de sac et un peu de leçon. Ouais. Hein? 2 rounds de leçon. Crochet et crochet. Maintenant, droite et percute gauche. Droite et percute gauche. Voilà. Tu donnes la crochet gauche. Hein? La crochet gauche et droite. Boum! 2 coups. Voilà, c'est bien. Fini. Fini. Il est fatigué déjà. Il dit fini. Je vais le battre un jour. Tu vas battre avec lui? Ouais. Il va te manger. Hein? Ouais, non. Et n'oublie pas que c'est un cannibale. Hein? Ouais. Il mange la viande blanche, lui. Moi, je suis un hérisson. Heureusement, il ne peut pas avaler un hérisson parce qu'il y a les épines. Oui. T'es un petit malin, toi. Pour ma tête, j'ai besoin de travailler, ramener un peu d'argent. La boxe, c'est après, mais il faut que... Sinon, je suis pas tranquille, je peux pas. Mais tu as raison. Et puis, ma mère, elle me dit, tu fais quoi? Tu boxes, t'as pas d'argent. Tu as raison. Plus haut. Respire. Allez, hop, au boulot. 73 kilos. Aïe. 500. 72. Non, regarde.
écoute-moi bien, sois prudent, ne t'engage pas dans des choses qui ne sont pas sûres, hein, parce que ça peut te tomber dessus. Eh bien, je lui dis, voilà, je suis boxeur, est-ce que vous avez besoin d'un poids lourd, ou quelque chose comme ça, c'est tout. Tu donnes ton nom et tout. Il y a marqué heure d'arrivée. Ah oui, ah, ok. Voilà. Moi, je savais pas. Là, le poids et l'heure de départ. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, tu sais pourquoi? Parce qu'on sait à l'heure que tu es arrivé et l'heure de partie. Des fois, les parents téléphonent. Ouais. Ah, il dit, mon fils, il n'est pas venu. Ouais. On regarde le cahier. On dit, non, 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 il est encore là. Tu es jeune. Tu es vaillant. Tu boxes bien. Mais fais attention. Ouais. Fais attention, ça veut dire, n'essaye pas des fois de faire plus que ce que tu peux faire. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que tu es jeune et tu as un espoir. Tu n'es pas un boxeur qui boxe n'importe comment pour gagner un gâteau ou une médaille ou machin. Alors, pense à toi, sois intelligent, propre, ne prends pas des risques inutiles. Parce que tu as le temps encore. Et dans quelques 2, 3, 4 ans, je viendrai te voir, je te dirai bravo champion. Il est incroyable ce monsieur Mikhaëlev, à 86 ans. Mais il n'a pas changé. Je l'ai connu, il était... Mais je le soupçonne de se teindre les cheveux quand même. Donc, non, ça a été l'entraîneur avec lequel j'ai travaillé pendant pratiquement 8 ans, donc, qui était avec monsieur José Jauvert, donc c'était le manager, le promoteur. C'était un couple d'enfer, donc qui était vraiment complémentaire. Qu'est-ce qu'il a apporté à la boxe? Je pense qu'il amène une certaine sérénité, donc quand on le voit s'adresser à des petits jeunes qui ont tous des mondes différents, qui ont tous des besoins différents, donc on voit qu'il a toujours le mot qui correspond aux attentes, il arrive à les convaincre. Donc même celui qui veut de l'argent alors qu'il ne sait pas encore boxer, donc il arrive, tu vois, mais tu as raison, mais bon, c'est quelqu'un qui sait analyser, qui a une approche psychologique intéressante et très importante dans le parcours du jeune boxeur. On a vu sur les images, aujourd'hui, il est avec des jeunes athlètes qui sont aussi plutôt dans une période de loisirs, on va dire, les jeunes boxeurs qu'on a vus. Mais à l'époque, dans ce club, c'était presque le monde des paillettes. Il y avait de grands boxeurs, il y avait des acteurs qui s'entraînaient aussi dans la salle, c'est ça? Il y avait, oui, effectivement, c'était la salle où tous les metteurs en scène venaient parce qu'il y avait un éclairage qui correspondait bien, c'était propre. La salle de Saint-Ouen est une très très belle salle. Et puis il y avait des champions dans toutes les catégories. Et effectivement, j'ai vu Patrick Devers venir tourner, préparer. Il préparait à l'époque Didier Marcel. Juste avant de se suicider, il était en train de s'entraîner. Depardieu, on les a tous vus là-bas passer. Et justement, vous avez tourné aussi un film, L'As des As. Eh oui. L'As des As, 1983, effectivement. Il cherchait, donc Jean-Paul Belmondo était coproducteur du film avec la Gaumont, et il voulait des vrais boxeurs pour tourner dans L'As des As, puisque L'As des As, lui était l'entraîneur de l'équipe olympique à Berlin en 1936, et il y avait à Berlin, il y a eu 2 champions olympiques, les 2 derniers champions olympiques avant Brahim Asloum, et je jouais le rôle de Roger Michelot, qui était champion olympique des mi-lourds, et Stéphane Ferrara jouait le rôle de Jean Despo, qui lui aussi avait été champion olympique dans les poids moyens. Et Belmondo voulait 2 vrais boxeurs. Donc on s'est retrouvés, on a fait le casting et on s'est retrouvés à Munich avec toute l'équipe, avec Gérard Rouy et Jean-Paul Belmondo, et puis tout l'environnement du film. Bon, pour moi, c'était une découverte. Pour nous, c'était une découverte, pour moi et Stéphane Ferrara. Et lui derrière, il a continué. Et vous n'avez pas joué dans d'autres films après? Moi, je me suis fait engueuler par mon commissaire parce que j'avais prévenu personne. J'étais parti 3 semaines à Munich et il m'a félicité quand le film est sorti. Et je me rappelle, il avait battu tous les records. Oui, le commissaire m'avait convoqué, il m'avait dit mais
bravo pour le film, mais à qui avez-vous demandé pour partir? À quel moment c'était? Bon, il m'a foutu la trouille. Mais vous, à l'époque, vous êtes pas, enfin voilà, vous êtes concentré sur votre carrière d'athlète. Vous avez envie d'être champion du monde. Vous êtes concentré sur votre carrière. Vous entraînez tous les jours à Saint-Ouen. Et il y a ce fameux combat en 85 contre un Américain qui en fait va être votre dernier combat. Oui, j'ai été, j'étais sur une période assez faste où j'avais gagné tous mes combats et j'avais gagné une demi-finale européenne. Donc j'étais sur orbite européenne. Pourquoi c'est votre dernier combat? J'étais parti à l'École nationale de police comme moniteur. Donc j'ai eu un accident j'ai eu un décollement de rétine pendant le service. Et donc j'ai été opéré, et une fois, 2 fois, et donc un œil opéré, on ne boxe plus, on ne délivre plus de licence en France. Ce qui est normal, de toute façon j'avais perdu une partie de la vision de l'œil gauche, donc là tout s'est écroulé. À ce moment-là. C'est-à-dire du jour au lendemain, on vous annonce que vous pouvez plus boxer. Enfin, vous savez que vous pouvez plus boxer le haut niveau c'est fini et que il va falloir faire autre chose. Donc là, c'est la déprime. C'est la déprime et pendant plusieurs mois, parce qu'on a tout fondé sur l'avenir sportif, on a fait des efforts, on a fait et sur le plan familial, j'avais un enfant qui à l'époque avait 5 ans, donc on avait tout axé sur l'avenir sportif, donc ça pouvait être sympa. Bon, j'avais quand même passé mes diplômes d'État, j'avais passé le BE1 et BE2, parce que je pensais qu'en passant des diplômes, j'allais acquérir d'autres compétences et qui permettrait de mieux comprendre ce qu'on me demandait de faire à l'entraînement. Bien m'en a pris, puisque du jour au lendemain, tout s'est arrêté au niveau de la carrière sportive. Donc il a fallu envisager autre chose. Le fait que j'avais mon brevet d'état 2e degré, ça a permis de demander mon détachement au ministère des Sports, et c'est là que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Mais c'est important ce que vous dites, parce que vous avez dit que vous aviez passé le BE1 et le BE2, et c'est vrai que quand on est athlète, souvent on nous dit de passer des diplômes parce que s'il arrive quelque chose, ça s'arrête d'un coup et il faut avoir des diplômes. Donc vous aviez quand même bien anticipé à cette époque. C'était mon destin. J'avais vraiment eu cette notion d'aller chercher, d'aller faire autre chose, parce que j'aurais pu être... j'étais fonctionnaire à l'époque, donc je venais d'être titularisé, donc j'avais pas de risque particulier, mais bon, le fait d'avoir... c'est le goût de mon sport et de la compréhension de mon sport. Et c'est pour ça aussi que j'ai incité derrière, quand j'étais aux affaires, donc comme entraîneur et DTN, les athlètes à passer des diplômes. C'est important. La carrière d'entraîneur, justement, on y vient. Ça commence ici à l'INSEP? Ça commence ici à l'INSEP, donc en janvier 86. Donc j'arrive, je suis détaché sur un poste de CTR Île-de-France, et je travaille sur le pôle. Donc, je viens travailler sur le pôle. Il y avait un pôle, une section sportive de haut niveau, ça s'appelait exactement comme ça, avec Denis Giraud et Charles Dumont, donc qui ont été les gens qui m'ont donné les bases, parce qu'on ne devient pas entraîneur du jour au lendemain. Vous faites vos armes, vous apprenez beaucoup aussi sûrement sur vos disciplines, parce que quand on est athlète, on est dedans et on n'a pas ce regard extérieur. Là, vous apprenez beaucoup de choses, vous apprenez à avoir votre propre conception de ce qu'est un entraîneur? Alors, au départ, avant de se positionner et d'avoir sa propre conception, on va chercher des informations. Donc, j'ai été chercher des informations chez les uns et chez les autres, parce qu'ils étaient différents les uns des autres. Chacun avait d'énormes qualités, certains défauts. Écouter, tester, bon, ça c'est quelque chose qui m'est cher, moi, l'écoute. On m'a appris à écouter avant de parler, et
c'est important. Moi, je débutais dans mon rôle d'entraîneur et j'ai fait mes armes pendant presque 4 ans. Donc avant d'être livré un peu plus à moi-même en étant nommé entraîneur du bataillon de Joinville, où là vraiment je me suis épanoui, où là j'ai pu mettre en place mes conceptions. Donc c'est au bataillon de Joinville que là vous commencez vraiment à avoir votre équipe et à entraîner des boxeurs. En 89, 15 ans après, je reviens au bataillon à Fontainebleau comme entraîneur. Donc, et là, je me suis vraiment fait plaisir. Je pense que c'est une période de ma vie d'entraîneur où vraiment j'ai gardé les meilleurs souvenirs. Il se passe combien d'années alors au bataillon de Joinville? 89-92 jusqu'à la fin des Jeux de Barcelone. Donc Jeux de Barcelone, donc bon, ça n'a pas trop mal marché donc sur les championnats de France, parce que le bataillon de Joinville, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 19-20 ans. Donc c'est des jeunes qui arrivent dans le circuit du haut niveau. C'est un tremplin. Et là, je crois que la dernière année, en 92, on avait sur les 11 titres attribués, on en avait plus de la moitié qui venaient des jeunes du bataillon. Ce qui fait qu'après les Jeux de 92, l'équipe olympique est passée professionnelle avec le Paris Saint-Germain. Et le DTN de l'époque, Charles Dumont, qui avait été mon collègue sur le pôle ici à l'INSEP, m'a demandé de prendre l'équipe olympique. Donc là, j'ai démarré. Donc je suis parti sur la grande aventure olympique en septembre 92 avec une équipe à reconstruire. Une équipe avec Brahim Asloum? Non, Brahim Asloum, ça c'est l'équipe qui était performante, mais l'équipe de l'échec 96. On avait les deux Mendy, Christophe Mendy qui avait pratiquement à qui on avait pris une médaille. C'est pareil, le jugement humain, on en a été victime. On a eu des médailles au jeu, mais on en a laissé aussi sur le tapis parce que en boxe, vous savez très bien qu'il y a toujours un sujet à contestation. Il y a eu des médailles je pense avoir gagnées avec mes athlètes qu'on nous a volées. On l'a vu par la suite avec notamment Alexis Vastine, mais des histoires de ce genre, on en a eu aussi. De toute façon, c'est un sport avec des juges, donc à partir du moment où il y a des juges, on est toujours voilà, donc, un petit peu contraint même si je refuse de reporter les insuffisances d'un athlète ou d'un entraîneur sur l'arbitre, parce que ça c'est un petit peu certains automatismes qu'on retrouve parfois, et ça je m'y refuse. C'est pareil, j'ai eu une grosse déception à Atlanta, puisqu'on arrive avec 4 garçons en quart de finale, donc au pied de la médaille. Et puis aucun des 4 en arrive à passer. Donc même Christophe Mendy qui avait gagné avant la limite, on le disqualifie. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Là encore, remise en question, savoir pourquoi, l'échec. Donc là, vraiment, j'ai failli revenir, quitter complètement ce monde-là, parce que j'étais un peu dégoûté, et revenir dans la police. Dominique Nato, entraîneur des équipes de France, il est comment? Au départ, il est copain, et après 96, après l'échec, il devient moins copain et plus professionnel. Je pense qu'il y avait une proximité entre l'entraîneur de 96 et les athlètes qui derrière a changé. Donc, parce que je pense que la performance, elle a besoin d'être accompagnée et elle s'inscrit dans la rigueur. Elle s'inscrit dans un cadre précis et surtout dans des sports de combat. Je ne vais pas vous l'apprendre, hein, les valeurs du sport de combat, elles sont basées sur des règles, le respect des règles, le respect de soi et des autres, et puis le dépassement de soi. Donc, et pour ça, on ne peut pas être copain avec les athlètes. Donc, parce qu'au moment où il faut le pousser pour aller au-delà de ses limites, si on n'a pas l'autorité qu'il faut, on n'arrive pas. Certains n'arrivent pas à se transcender. Un entraîneur pas copain qui va mettre de la rigueur et puis aussi